Nous allons inviter maintenant les participants à la table ronde pouvoir d'agir et professionnalisation. Là. Juste à côté de Nadine. Ce n'est pas grave le retard, on va essayer de, voilà, de se caler. Non. On va essayer de négocier. Donc, pour vous présenter un peu les participants à cette table de ronde, donc, nous allons commencer par Madame Nadine Fingol, qui est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Elle a participé à la création du master de formation de formateurs à l'accompagnement professionnel et elle propose des formations concernant l'entretien d'explicitation versus Pierre Vermersch. À côté, nous avons Madame Hélène Fromont, cofondatrice de Repéra et cofondatrice et animatrice du réseau des professionnels de l'accompagnement et de l'intervention par la recherche-action. Elle est aussi formatrice, coach certifiée, consultante indépendante et chargée de cours à l'UPEC et accompagne aussi des candidats à la VAE. Monsieur Pierre Gojat, donc ingénieur, psychologue, syndicaliste, coach, intervenant social, tout ça. Membre du réseau Repéra. Il va nous présenter donc une présentation concernant le syndicalisme et son action en tant que secrétaire du CHSCT à Saint-Denis. Et puis son expérience de co-secrétaire à l'Observatoire de stress et des mobilités forcées à France Télécom. Monsieur Franck Tivillier, donc entraîneur national à la Fédération française de foot, ancien footballeur professionnel, spécialiste en formation de cadre, coordinateur de la cellule d'optimisation de la performance à la Fédération française de foot. Donc, messieurs et mesdames, à vous. Oui, merci. Je tiens quand même à prendre le temps de remercier l'équipe, l'ex-équipe du DEPRA, l'équipe de Repéra, de m'avoir permis de participer à cette table ronde. C'est quand même grâce à eux que j'ai connu Henri Desroches, la démarche de recherche-action. Je n'étais pas a priori dans cette approche-là. En revanche, c'est à peu près au moment où ce master DEPRA a pris fin, en fait, qu'avec des collègues, on a monté un master dont je vais vous parler rapidement, qui est donc un master de formation de formateurs, mais très spécifiquement relatif au développement de compétences en accompagnement professionnel. Alors, d'où est-ce qu'est venu le projet à l'origine ? Du fait que, on participait avec deux collègues, Martine Agoguet et Nicole Claire, à la formation de formateurs, et on s'était aperçu que, en particulier les formateurs d'enseignants auxquels on était confrontés, manquaient totalement de formation en ce qui concernait précisément la conduite d'entretien avec les débutants, l'analyse de pratiques professionnelles. Bref, il y avait un manque, c'est-à-dire qu'on était sur l'idée qu'il suffisait, de même qu'il suffisait, soi-disant, de savoir enseigner pour devenir formateur, de même qu'il suffisait d'être élève pour devenir enseignant, de même qu'il suffisait d'être enseignant pour devenir formateur d'enseignants. Et donc, on a monté ce master avec l'idée qu'il y avait en fait des compétences transversales d'accompagnement qui relevaient de différents types de formations de formateurs dans les métiers de la relation. Et donc, on a voulu effectivement s'adresser non seulement à des formateurs d'enseignants, mais à des formateurs d'infirmiers, à des travailleurs en travail social. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin-là qu'en fait, pour parler du titre de la table ronde de professionnalisation et savoir d'agir, concrètement, on a agi dans le sens d'une professionnalisation des compétences d'accompagnement. Donc,
le master s'adressait à des praticiens, donc on voulait nécessairement que les gens aient pratiqué le métier, soit d'enseignant, soit au moins de 5 ans, soit d'infirmier, soit de travail social, enfin les métiers du soin, du travail social et de la formation et de l'éducation. On voulait par ailleurs, donc on s'adressait à des praticiens expérimentés, et ce qu'on a souhaité mettre en évidence, c'était l'idée qu'il y avait une posture spécifique, vraiment une posture spécifique à acquérir, qui correspondait donc à finalement le même type de renversement que celui dont il a été question ce matin à propos de Copanam, ou dont a parlé Pascal avec l'idée d'un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il y avait une posture spécifique à acquérir qui s'appuyait sur la prise en compte effectivement de l'expérience des formateurs qu'on avait en face de nous, sur la spécificité de leurs compétences déjà acquises, et également sur sur justement ce renversement qui fait qu'il passait d'une posture spontanée de vouloir transmettre ce qu'il savait faire en tant que praticien expérimenté à une posture d'écoute, d'accompagnement et surtout d'aide à la prise de conscience. Je crois que c'est ça qui était essentiel, et donc voilà, qu'on peut appeler une approche maïeutique. C'était de les aider à prendre conscience d'une part de ce qui était en eux, et d'autre part de les mettre en posture d'accompagner les autres à la prise de conscience. Donc voilà, c'est ces compétences-là qu'on voulait développer. La spécificité, c'est que c'était un master nécessairement à partir de mise en situation, donc totalement expérientiel, donc nécessairement en présentiel, pas à distance, que c'était une formation en alternance puisque tous nos étudiants étaient formateurs, enfin étaient dans un métier déjà, exerçant déjà souvent en IFSI ou en IRTS, ou déjà conseiller pédagogique, et que par ailleurs on était dans une démarche en première personne de forte implication, avec un travail réflexif sur leurs pratiques sur le terrain. Et donc ce qui était attendu, c'était des mémoires et des mémoires portant sur l'analyse de leurs pratiques sur le terrain. Qu'est-ce qui a été finalement assez déterminant? Alors, comment est-ce que j'intervenais là-dedans? Je vais être assez rapide. Donc, par rapport à, effectivement, je suis connue pour les formations à l'explicitation, mais au-delà de ça, ça a été un travail d'accompagner les gens dans également la prise de conscience déjà des compétences qui étaient les leurs, et donc aussi des valeurs qui étaient incarnées dans les pratiques qu'ils avaient. Donc, en fait, ce qui a été mis au jour, c'est vraiment l'importance d'un lâcher-prise pour finalement revenir en contact avec ce qui était le cœur de leur pratique, et pouvoir acquérir cette même posture d'accompagnement par rapport aux débutants. Donc bon, ce que j'ai monté, c'est une approche, un dispositif qui s'appelle les ateliers de professionnalisation, qui a la spécificité par rapport à des groupes d'analyse de pratique où on travaille souvent des situations difficiles, qui avait la particularité de partir de situations positives, c'est-à-dire un peu comme on fait en VAE, en validation des acquis d'expérience, d'aider à la mise au jour des ressources qui sont impliquées dans la pratique des gens. Donc c'est ce qu'on faisait entre nous, et c'est ce qu'on a, et de la même manière, nos étudiants apprenaient à mettre ça en place avec les débutants qu'ils accompagnaient. Le second point, c'était, je pense, dans les axes que j'ai pu développer, c'était un travail d'aide au changement qui s'appuyait sur des choses qui ont été également abordées ce matin par Pascal, sur l'identité professionnelle et l'éco-identité, et l'identité IPSE, puisque tu l'as repris ça de Ricoeur, c'est-à-dire au-delà de ces co-identités, quelle est l'instance qui effectivement peut me permettre d'identifier tout ce qui coagit en moi, en particulier dans des situations de déstabilisation. Et donc, il y a eu tout un travail autour de la prise en compte de l'émotion et de la distinction entre ce qui peut relever d'une problématique personnelle qui souvent interfère dans le champ professionnel et les compétences professionnelles sur lesquelles on peut s'appuyer en termes de professionnalisation pour précisément distinguer au moins ces deux aspects. Voilà, je ne sais pas si ça fait 5 minutes. On en a un tout petit peu plus. Donc, oui, mais tu vois, quand on dit que vous avez 5 minutes, ça donne une pression. On a négocié, donc du coup, on en a un petit peu plus. Bon, eh bien oui, moi j'essaie de me plier aux consignes.
Qu'est-ce que je peux, du coup, reprendre? Je reprendrai avec les questions que vous me poserez. Hein. Si, ce que je peux dire quand même, par rapport à la recherche-action, c'est que bon, dans le livre hein, sur la recherche-action, j'avais intitulé mon chapitre « La formation à l'explicitation comme recherche-action sur soi ». Donc c'est vrai que les étudiants, on a la chance, enfin je dis on avait parce que j'ai pris ma retraite quand même en septembre, mais que je continue à voir dans différents cadres les étudiants que je pouvais avoir, on avait la chance de les suivre sur 2 ans et vraiment de les accompagner dans ce lâcher-prise, quoi, et dans cesser d'être dans une posture de maîtrise pour être dans une posture d'écoute et d'accompagnement. Et par rapport au dispositif dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, bon, je vous en parle des ateliers de professionnalisation et puis d'un dispositif que j'ai appelé exploration des parties de soi. En fait, ces dispositifs, je les ai construits à partir d'une recherche avec des éducateurs de la PJJ et qui était vraiment une recherche-action, c'est-à-dire que c'est les éducateurs eux-mêmes qui avaient travaillé entre eux avec, pour ma part et d'autres, hein, Richard Witorski, Sylvie Debris, uniquement un rôle d'animation pour qu'eux-mêmes formulent quel était le cœur du métier, finalement, des éducateurs de la PJJ. Et c'est ce dispositif de recherche qui m'a permis de construire les ateliers de professionnalisation. Donc je crois que je n'ai jamais construit un dispositif de formation autrement qu'en groupe. Donc là, c'était avec les éducateurs de la PJJ. Et l'exploration des parties de soi, j'ai travaillé avec un groupe d'une dizaine d'étudiants pour qu'on mette ensemble au point ce dispositif que je développe actuellement et qui est un dispositif avec des petits papiers. Voilà, ça me fait plaisir d'en parler, qui permet vraiment de distinguer justement des éléments de contexte et des éléments qui m'appartiennent en termes de problématiques et progressivement de passer de qu'est-ce qui me pose problème dans une situation, qu'est-ce qui relève du contexte, qu'est-ce qui relève de moi-même, qu'est-ce qui relève de mes ressources, qu'est-ce qui relève de mes fragilités. Et donc voilà, ce dispositif-là, il a été construit collectivement avec des essais, des erreurs, des tentatives sur le terrain. Donc voilà, ça ne se construit pas tout seul. Et c'était pas mal que je puisse rajouter ça. Voilà. Merci. Oui. Alors, moi, je souhaitais revenir avec vous sur une expérience que j'ai développée depuis 2012 au CNAM, mais dans des CNAM régionaux, en fait, dans le 92, où j'ai eu la chance d'avoir carte blanche pour redévelopper la VAE, puisqu'ils n'avaient plus d'accompagnement VAE. Alors que j'avais été formée à l'accompagnement VAE à Paris 3, dans le master qui a déjà été évoqué. Et là, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser vraiment la recherche-action pour accompagner les personnes à un rythme. J'ai eu un luxe, c'est-à-dire que je pouvais les accompagner sur le temps qui était nécessaire. Et du coup, j'ai utilisé d'abord l'entretien biographique pour la phase de recherche du diplôme, pour l'élaboration de la stratégie, ce qui permettait aux gens vraiment de pouvoir se poser la question de quel diplôme, pour quel projet, d'une manière approfondie. Et ensuite, en fait, grâce à ce travail de récapitulation, de donner du sens en fait à ce projet, y compris s'ils avaient une injonction de leurs employeurs, parce que parfois, c'est vrai que les gens arrivent en VAE avec des injonctions qui sont très fortes de Pôle emploi ou de leur employeur. En fait, là, j'ai vraiment pu, pendant 3 ans, puis là, je continue dans d'autres cadres, en fait, expérimenter que on pouvait réellement, en utilisant l'entretien biographique et l'autobiographie raisonnée, amener les personnes à se mettre en mouvement sur leur parcours et progressivement à descendre sur les emplois, les tâches, les compétences, donc des choses plus techniques, mais en prenant le temps pour arriver à une vraie théorisation, en fait, et privilégier la personne sur les aspects techniques qui sont parfois reprochés à la VAE. Et ce qui a permis réellement d'avoir derrière des acteurs qui se remettent en mouvement, qui du coup, une fois de retour dans des collectifs, puissent reprendre du pouvoir finalement sur leur trajectoire, et puis parfois reprendre des formations, reprendre les choses en main, et du coup reprendre du pouvoir d'agir en fait.
tout simplement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Très bien, merci. Merci beaucoup. Le micro, je crois qu'il est éteint, monsieur. Voilà, merci. Donc moi, je voulais vous parler, je vous propose de vous parler de la professionnalisation et du pouvoir d'agir des travailleurs salariés. Alors c'est un point de vue que j'exprime avec une posture de syndicaliste, donc je dis depuis quel endroit je parle, ça n'est pas neutre. Alors salariés, j'entends salariés au sens large, c'est aussi ceux qui souhaiteraient le devenir parce qu'ils ne le sont pas encore, ou ceux qui souhaiteraient le redevenir parce qu'ils l'ont été et parce qu'ils ne le sont plus. Et ce qui est très important de souligner, c'est que le pouvoir d'agir de ces salariés n'est pas du tout le même que celui de ceux qui ont une autre activité, comme le sont par exemple les travailleurs indépendants. D'ailleurs, le mot indépendant, d'un travailleur indépendant, il démontre bien la différence qu'il y a dans sa capacité d'autonomie, son habilitation. Et il faut faire la distinction entre ces différentes positions professionnelles. Alors, on a vu l'expression pouvoir d'agir qui est issue de l'anglais empowerment. Elle existe depuis assez longtemps. Moi, je l'ai tracée depuis 2003 au moins. Il y a un auteur canadien qui en avait proposé deux traductions très argumentées. L'une, c'était l'habilitation, et l'autre, le pouvoir d'agir. Bon, c'est le pouvoir d'agir qui est la formule qui a pris corps et qui est devenue presque une expression à la mode. Dans notre cadre de ce colloque, je voulais signaler que le terme professionnalisation, il prête lui aussi à examen et à éclaircissement, parce que la professionnalisation, c'est pas du tout la même chose selon la partie prenante qu'on écoute. Si on écoute l'État, la professionnalisation, c'est essentiellement pour l'État un moyen qui est offert pour faire diminuer le chômage. Si vous demandez en quoi consiste la professionnalisation au pouvoir public, la plupart d'entre eux vous diront c'est le moyen privilégié. Ça a un contenu implicite qui peut être désagréable, même s'il n'est pas volontaire. Ça veut dire que si les gens sont au chômage, c'est parce qu'ils ne sont pas professionnels. Alors si vous le lisez comme ça, c'est évidemment détestable. Mais ça peut être lu comme ça, je ne conteste pas. Pour les employeurs, la professionnalisation, si vous leur posez la question, ils auront tendance à vous dire j'en ai besoin de plus, parce que moi, je ne trouve pas les gens qui ont le bon CAP, le bon BTS, le bon diplôme. Et alors là, ils renvoient à une autre image de la professionnalisation qui est essentiellement liée au diplôme de la formation initiale. Et en France, malheureusement, mais aussi dans d'autres endroits, rarement à l'expérience professionnelle vécue au travail, dans le métier. Donc, il y a une ambiguïté, on voit déjà sur ces deux façons de définir la professionnalisation, suivant qui parle. Alors, si vous parlez de professionnalisation à Pôle emploi, alors eux, ils vous répondent, vous pouvez regarder sur le site internet de Pôle emploi, c'est très clair. La professionnalisation, c'est un dispositif qui est disponible pour les jeunes entre 16 et 25 ans, révolus, qui désirent compléter leur formation initiale, ou pour des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ou des bénéficiaires d'allocations diverses, le RSA, etc., etc. Et ce n'est que ça. Donc on voit déjà, j'ai trois définitions suivantes qui a parlé. Et alors, pour un travailleur salarié ou qui aspire à l'être, si vous demandez à l'intéressé quand même, lui, il risque de vous renvoyer une autre définition qui consiste à dire qu'il souhaite se perfectionner dans son métier, déjà il vous parle de métier, de construire de nouvelles compétences ou de nouveaux savoirs, d'acquérir une nouvelle qualification, un nouveau statut, par exemple par le diplôme, un nouveau rôle, accéder à un emploi, obtenir une reconnaissance double, sociale ou pécuniaire, ou si possible les deux. Donc vous voyez qu'on a en fait là 4 visualisations, représentations de la professionnalisation qui sont largement divergentes. Alors si on se réfère à Parsons, sociologue, la profession, elle se caractérise de manière objective
par un ensemble d'attributs. C'est quoi une profession ? C'est essentiellement des attributs qu'on va chercher dans ce qui définit les professions libérales et non pas les professions salariées. C'est quoi ? C'est l'expertise, l'autonomie, la responsabilité du travailleur. Donc là aussi, on a une petite contradiction entre la définition commune, partagée de la profession, entre les deux mondes, celui des employés et celui des gens en activité professionnelle, en général. Alors, on a cité plusieurs fois dans le colloque Richard Witorski. Il a effectivement, lui, catégorisé 6 modalités ou 6 voies pour se professionnaliser. Je ne vais pas en faire le détail complet, mais bon, on a évoqué la formation sur le tas, la formation alternée entre la théorie et les stages, la formalisation des compétences implicites, la formation via des groupes de progrès ou des groupes de résolution de problèmes, les situations de travail qui professionnalisent avec une logique qui se réfère à un tiers, à un tuteur, à un conseiller, ce que certains appellent l'expérience vicariante. Moi, j'adore cet adjectif. Il n'y a pas grand monde qui le comprend, mais il est joli. Sixième classe de type de voie ou de formation, c'est les savoirs théoriques qu'on réinvestit en situation de travail. Donc on voit que développer la professionnalisation selon l'une ou plusieurs de ces voies, tout en maintenant le pouvoir d'agir, ça n'est pas une mince affaire. Et ce qui risque de se passer si on n'y prend pas davantage garde, c'est que le travail se perpétue comme un outil de servitude, et comme un outil de servitude particulier. C'est ce que la Boétie appelait la servitude au profit des mange-peuples. Il a écrit ça, alors c'est pas tout jeune, ça date de 1548, dans son discours de la servitude volontaire de 1548. L'attachement à l'emploi aujourd'hui est tel, du fait du déséquilibre du marché du travail, qu'effectivement, on a de nombreux cas où professionnalisation égale réduction du pouvoir d'agir, égale soumission, servitude. Alors, à contrario de ça, j'ai déjà évoqué le fait que la formation, ça ne garantissait pas à coup sûr l'accès à l'emploi. Ça favorise généralement l'accès à l'emploi, mais on a quand même beaucoup de chômeurs diplômés, hein, il y en a plein. En revanche, ce que la professionnalisation peut faire, dans les cas les plus favorables, c'est de favoriser la maîtrise qu'on a de son propre emploi, de son métier, et d'accroître la possibilité de choix. Alors, l'idéal, ça serait qu'on ait le pouvoir d'agir maximum qui permettrait de choisir son métier, son emploi, évidemment de choisir son employeur, alors ça c'est encore mieux, de les choisir librement. Donc on voit bien que les deux termes, professionnalisation et pouvoir d'agir, sont totalement liés. Ils sont enchaînés l'un à l'autre. Alors, encore une fois, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que la professionnalisation ? Est-ce un état ou une action ? Absolument, il reste 2 minutes. État ou action ? Clairement, si on se réfère, alors là encore, à la Renaissance, à Thomas More qui a écrit le fameux livre Utopie, qui a inventé le terme utopie. En 1516, c'était exactement il y a 500 ans, bon anniversaire Thomas. Ça serait la mise à disposition de citoyens vertueux d'une position où ils sont en position d'agir en permanence. Alors, il me reste un peu de temps pour essayer de déconstruire 3 clichés qui en cours. Première idée reçue, seule la formation acquise procurerait l'employabilité. Employabilité, terme détestable, parce qu'a priori, tout homme est employable si on prend comme principe que c'est le travail qui doit s'adapter à l'homme et non pas l'homme qui doit s'adapter au travail. Bon, je ne commande pas davantage. Deuxième idée reçue, nous serons tous contraints de changer plusieurs fois de métier au cours de notre vie. Oui, moi je veux bien, pas de souci. Qu'on puisse changer, oui. Qu'on doive changer, non. Il n'y a pas de contrainte. Stradivarius a fait son premier violon en 1666, il avait 22 ans.
Il est mort à 93 ans, il a vécu vieux, et il a construit 1000 instruments. Et il était plus professionnel à la fin de sa vie qu'au début. Donc cette idée-là, qui court le monde politique, elle est aussi extrêmement contestable. Il faut la challenger pour parler anglais. Troisième idée reçue, si tu n'as pas de travail, tu n'as qu'à créer ton travail. Donc c'est ce qu'on appelle un métier idéalisé, chambre d'hôte. Prenez, ouvrez une chambre d'hôte. Bon, faites-le, vous verrez si vous arrivez à gagner votre vie. Il y a deux illusions. Vous allez avoir un métier parfait, facile, et l'autre, vous allez gagner peut-être un peu moins, mais vous allez vivre et travailler mieux. Donc, en conclusion, je vous dirais que le contraire du pouvoir d'agir pour un professionnel, c'est l'emprise. Or, la structure du travail salarié, c'est une structure qui favorise l'emprise. Si vous êtes fonctionnaire, vous avez un devoir d'obéissance. Si vous êtes salarié de droit privé, vous avez un devoir de subordination. Les mots sont puissants, ils sont forts. L'employeur dirige le travail, il le contrôle et il le sanctionne. Donc, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, et l'utopie éducative que je souhaite voir se développer, ça serait d'apprendre à tous les travailleurs salariés à agir individuellement et collectivement en continu pour élargir l'étendue de leur pouvoir d'agir, conquérir un territoire d'action plus large que celui qui leur est prescrit par le travail salarié. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je suis très heureux d'être avec vous, parce que c'est une belle continuité. Il y a 15 jours, il y a 3 semaines à peu près, on organisait dans cette même salle un colloque sur la connaissance de soi comme un préalable à la performance. On est en train de travailler justement sur le fait de dire que, enfin, plus que de dire, puisqu'on est sur un postulat d'évoquer chez les sportifs, chez les entraîneurs, que quand on améliore la connaissance de qui nous sommes et la façon dont nous fonctionnons, nous allons améliorer notre potentiel et donc notre performance. Et ça part il y a 7 ans en arrière. Le directeur technique François Blacard, qui pilote la Polytechnique fédérale, nous a demandé, une petite équipe, un groupe de travail qu'il a créé, de réfléchir sur la réforme de la formation professionnelle qu'on avait chez nous. Pour créer, on a créé des titres à finalité professionnelle, et au même moment, quand on crée les titres à finalité professionnelle, on saute sur l'occasion pour commencer à réfléchir sur la manière dont on transmet le savoir et en fait, comment on allait construire les compétences. On basculait d'un modèle où on était plutôt sur la transmission de savoir, ou un modèle où on veut aller maintenant sur la construction de compétences. Et donc ça a été une remise en cause et une remise en mouvement de toute notre croyance, toutes nos représentations, toutes nos façons de faire et d'agir. Et le directeur technique m'a demandé de piloter le projet et d'animer la réflexion, la grosse recherche-action sur le plan territorial. Donc c'était une formidable aventure, d'abord pour moi, parce que j'ai tiré mon inspiration de mon histoire et des rencontres que j'ai faites. Alors mon histoire, sans parler, parce que je pense que c'est important que vous ayez quelques informations à ce sujet, mais j'ai arrêté moi l'école à 14 ans, parce que j'avais des rêves de devenir joueur professionnel, et puis je suis parti dans les clubs professionnels, et effectivement, ça a été très difficile, non pas de jouer au football, mais de percer dans ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, l'école pour moi, ça a été plus qu'un échec, puisque ça n'avait pas de sens, l'école. Déjà, je n'étais pas stimulé par ce qui m'était proposé. Et au-delà de ça, mon esprit, mon rêve, il était bien ailleurs. Et puis, il s'avère que je deviens un joueur moyen qui joue à des niveaux intéressants, mais pas suffisants pour pouvoir assurer sa fin de carrière. Et du coup, je commence à me poser un certain nombre de questions tout au long de ma vie. Et première question que je me pose, c'est un jour, j'arrive dans un club, un président vient me voir et me dit « Toi, tu sais jouer au football, on t'a pris pour ça, mais tu sais faire quoi d'autre ?» Waouh. Bonne question. Alors, je m'étais rappelé, je me rappelle que j'avais passé un diplôme de jeune animateur technique, j'avais 16 ans quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, mais je lui ai dit « Je suis entraîné, je suis éducateur. » J'avais jamais entraîné de ma vie, hein. J'ai passé un diplôme, j'avais fait 4 jours. Il m'a dit « Tu vas t'occuper des jeunes. » Et du coup, il me va partir dans cette aventure où je me suis occupé des jeunes. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai demandé à m'occuper de jeunes et être confronté à l'entraînement et au coaching. Et puis moi-même, étant coaché,
je voyais les souffrances que j'avais moi quand je recevais le message, et donc je ne voulais surtout pas transposer ma propre souffrance. Enfin, les souffrances qu'on me transmettait à moi, je ne voulais pas les transposer aux autres. Et donc ça a été le début d'une grande réflexion. Quelle méthode, il semble, une méthode au sens large, hein, adéquate pour vraiment construire un individu. Et n'ayant pas de cursus universitaire, je me suis plongé dans les études. Enfin, les études. Je suis reparti sur un cursus de formation qui s'est arrêté. Enfin, arrêté, on ne s'arrête jamais, mais moi, j'ai fini mon master il y a 2 ans. Et vous imaginez, quand on reprend, on a arrêté l'école à 14 ans sans être motivé, si on n'est pas bien accompagné, et là j'en profite pour remercier ma femme qui est dans la salle de m'avoir accompagné comme elle l'a fait depuis 20 ans et de me supporter, parce que c'est quand même pas facile non plus quand on fait un métier comme ça où on n'est pas souvent là. Donc c'était de se dire, bon, maintenant, comment je vais faire pour me former efficacement et donner du sens à ce que je vais faire. Et il s'avère que j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont vraiment inspiré. Et puis j'ai commencé à lire des choses que je ne savais pas faire au préalable, et j'ai été obligé parce que c'était indispensable. Et dans mes lectures, j'ai rencontré un chercheur qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui s'appelait Henri Laborie, et il m'a retourné le cerveau, Henri Laborie. Et il m'a retourné le cerveau dans plein de niveaux. Déjà, bon, je pense qu'en autobiographie, il était pas mal, lui. Si je vous invite à lire ma vie dans Laborie, c'est déjà un beau message. Et puis, il y a une phrase qui m'a marqué. Il disait « Un expert, c'est un monotechnicien polyconceptualiste ». Et là, je me suis dit, en fait, faire que du football, s'intéresser au football, c'est bien, mais regarde autour de toi. Et j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé plein de choses autour de moi, des religions, aux méthodologies, aux recherches. Voilà. Donc je me suis formé au fur et à mesure, et petit à petit, enfin je continue bien sûr à me former, et petit à petit, j'ai aussi entretenu mes rêves. Parce que, en fait, souvent on me dit, pour arrêter l'école à 14 ans et puis piloter la politique de formation de la fédération et aussi être représentant de la fédération à l'UEFA, on me dit, tu as eu beaucoup d'ambition, toi. Ben, j'ai dit, pas tant que ça, j'ai surtout eu beaucoup de rêves. Et c'est vrai que je me suis souvent et essentiellement centré sur mes rêves. Et un autre élément, ce qui m'a amené aussi à développer et à partager avec mes collègues une pédagogie, une méthodologie centrée sur l'expérience. Et j'accompagne depuis 14 ans maintenant les sportifs de haut niveau. Et quand vous accompagnez des sportifs de haut niveau, ils ont eu le même parcours que moi. Quelqu'un qui est international, qui a gagné la Coupe du Monde et qui vient se former, et qui a arrêté l'école à 14 ans, il a les mêmes flips que moi quand je retourne à l'école. Donc du coup, il s'agit de créer des contextes, c'était d'ailleurs l'objet de mon mémoire du master, de créer des contextes de formation qui soient des contextes où on invite la personne à révéler ses talents, et non pas à avoir ses peurs. Parce que quand on a joué à un haut niveau pendant tant d'années et qu'on devenait entraîneur, on a déjà des compétences. On a construit des compétences. Sauf qu'on n'a pas les mêmes environnements, parce que c'est plus du tout la même chose. Et puis, il y a un problème de posture. On change de posture. Pendant des années, ils se sont occupés d'eux-mêmes, et après, il faut commencer à s'occuper des autres. Donc là, il y a tout un tas de mécanismes qu'il s'agit de mettre en place. Et donc, on a mis plein d'actions où on est parti d'actions de formation, où on part de leur représentation, on part de leur motivation, et on les met surtout dans des contextes qu'ils connaissent. La salle de cours, les environnements scolaires, c'est surtout pas adapté à ce qu'il faut pour les stimuler et les intéresser dans leur métier, futur métier. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'ils ont connu toute leur vie des coachs. Donc, si vous êtes professeur, ça la renvoie à l'école. Donc, il faut prendre une posture de coach. Et c'est là où la dimension de relation, elle est fondamentale. Mais au-delà de ça, comme c'est des personnes publiques, et qui ont une image très forte, un ego aussi, comme nous tous, mais particulièrement quand on a été pendant des années, on nous a expliqué qu'on était les meilleurs, les plus beaux, et que voilà, du jour au lendemain, on est confronté à une réalité. Attention, tous ces gens-là, moi j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que j'ai vu s'engager dans un changement, une transformation. Quand on a été formaté, conditionné pendant des années, il faut un sacré courage aussi à des moments, même si on peut... Voilà. Et donc, c'est travailler sur la confiance. Sur la confiance et le contrat qu'on va avoir ensemble pour conduire une action de formation. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment au tout début, parce que je vous dis, ça fait 7 ans, ça paraît long, mais en fait, chaque jour, à chaque instant, on s'aperçoit qu'on n'est qu'au début, quoi.
On n'est qu'au début, parce qu'il y a, au-delà de ça, on forme 45 000 personnes par an à la fédération. Et on a plus de 1700 formateurs. Donc c'est tout un réseau qu'il faut former, qu'il faut entretenir, qu'il faut alimenter, Donc c'est pour ça que moi je suis heureux d'être là, de voir qu'il y a des personnes qui sont aussi folles que moi, donc, et qui continuent à avoir cette souci ce matin je me délecte des interventions, qui sont souci d'avoir cette réflexion sur comment on peut faire encore mieux pour avancer. Et j'ai envie de dire pour terminer que ma motivation au jour d'aujourd'hui, c'est d'essayer de continuer à me bonifier moi-même. Parce que quand on est formateur, si on continue pas déjà, si on ne prend pas conscience qu'est la première personne qui doit être clean, alignée, et qui doit avoir la capacité à relayer ou à dégager un petit peu les valeurs qu'on veut porter, si on ne prend pas conscience que c'est d'abord soi-même et qu'il s'agit de faire déjà continuer à faire un travail sur soi, je pense qu'on va face à beaucoup de désillusions. Donc je m'attelle beaucoup chaque instant et j'ai la chance, comme je le redis et je le redis encore, d'être accompagné bien par mon épouse qui ne me fait pas de cadeaux, qui me connaît bien depuis 20 ans maintenant. Quand on a cette chance-là, c'est plutôt... Voilà, donc de me renvoyer plein de choses, mais aussi d'autres personnes qui m'accompagnent. Et je pense que voilà, l'enjeu maintenant, il est là pour moi et je suis heureux de le partager avec vous. Merci beaucoup. Merci pour ce moment à tous les quatre. Nous allons maintenant prendre les questions de la salle. Les micros. Je ressens un certain décalage entre les interventions de ce matin et celles de cet après-midi. Et je me demande si c'est ma difficulté personnelle à créer de la cohérence là où pourtant il y en a, peut-être parce que je suis trop peu familier de ces notions de recherche-action ou de pouvoir d'agir et de professionnalisation. Mais j'ai entendu ce matin des choses qui allaient dans le sens du scientifique, dans le sens des savoirs institués. Je pense notamment à ce que disait Pascal Galvani sur la notion de conscientisation scientifique. Et cet après-midi, j'entends parler de professionnalisation, de conduite du changement, finalement de conduite du changement, c'est ce que l'une des collègues a repris en écoutant la première intervention de l'après-midi, ou de pratique réflexive. Et je me demande si finalement ce que je ressens n'est pas traduit dans le titre du colloque, c'est-à-dire il y a d'une part professionnalisation et pouvoir d'agir, et puis il y a une seconde ligne, développement social et recherche-action. Et je ne parviens pas, pour ma part en tout cas, à faire le lien entre ces deux dimensions-là, et je me demande si il n'y a pas un défaut de cadre méthodologique à cette recherche-action dont on parle depuis ce matin. Voilà, excusez-moi, c'est un peu abrupt, mais voilà. Oui, Franck. Ouais, je veux bien répondre parce que moi, je ne vois pas de décalage et je trouve même qu'une grande cohérence. Parce que le danger qui nous guette, c'est de vouloir, et c'est une chose que j'ai essayé de m'attaquer, moi, la première chose en étant à la fédération, et je crois que Pascal l'a bien expliqué ce matin, quand on veut séparer les éléments et qu'on veut les expliquer de manière isolée, c'est là que la cohérence disparaît et chute. Et je pense que c'est vraiment une force que d'essayer de toujours percevoir et d'avoir une vision globale sur ce que c'est, sur ce qu'on veut faire. Pour donner un exemple, nous, dans notre travail, vous parliez de conscientisation. Nous, dans notre approche, un des enjeux forts et les outils, les méthodes qu'on essaie de développer, c'est justement sur tous les mécanismes de prise de conscience. Prise de conscience de ses comportements, puisqu'on a 4 leviers. Prise de conscience de ses comportements, comment on va mieux gérer ses émotions. Donc tous les outils qui vont avec et pour aider la prise de conscience. Prise de conscience de son corps et de ses besoins de son corps. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand on est sportif, son premier outil, c'est d'abord son corps. Prise de conscience de ses choix de vie et de ses choix de jeu. Un entraîneur prend à peu près, au haut niveau, entre 30 et 50 décisions par jour, qui vont du choix de la couleur de je ne sais quoi, de la collation, à l'achat d'un joueur qui peut être de 30 millions, 40 millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement difficile à gérer aussi. Et puis la prise de conscience de ses performances.
Parce que quand on est sportif ou quand on est entraîneur, ce qui nous guette, c'est de basculer dans la victimisation. De se dire, bon, est-ce que je suis pas... Est-ce que c'est pas la faute de lui? Est-ce que c'est pas la faute de lui? Est-ce que c'est pas la faute de lui? Et donc, moi, je me suis complètement retrouvé ce matin dans les explications qui ont été données et dans les propos des intervenants. Donc, moi, je trouve justement une grande cohérence entre le fait de parler des expériences et puis des concepts théoriques, parce qu'on peut déployer tous autant qu'on est là. Moi, je suis pas chercheur, mais je me suis intéressé à la recherche. On peut déployer beaucoup de recherches et beaucoup d'aspects théoriques sur le sujet, mais si on ne relie pas à la réalité, ça perd son sens. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour les... Juste peut-être une autre façon d'exprimer ce qu'a dit Franck, que je partage totalement. On a quand même beaucoup de gens qui sont concernés par les questions de métier, de travail, et faire de la recherche-action hors sol, c'est pas possible. Donc clairement, il faut entremêler tout ça, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les deux intitulés de thématiques du colloque. Mais en réalité, il n'y a bien qu'une seule thématique au colloque. C'est juste dans l'intitulé qu'il y a deux façons d'exprimer. Et encore une fois, on est par nécessité dans le concret. Le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai été bien compris dans ce que j'ai dit. En fait, ce matin, j'ai entendu parler effectivement des trois dimensions de la conscientisation de l'agir créateur, personnel, collectif et scientifique. J'ai simplement eu le sentiment cet après-midi que le personnel et le collectif étaient très valorisés, mais que le scientifique était insuffisamment valorisé. Et c'est ça que voilà, c'est-à-dire que c'est toute la difficulté, justement, me semble-t-il, de la recherche-action. C'est qu'elle est quelquefois trop, elle verse trop dans l'expérientiel et insuffisamment, elle ne rejoint plus le savoir institué, ou au contraire, elle demeure finalement une modalité de la recherche appliquée. Et donc c'est le maillage de ces deux réalités, il y a recherche et il y a action. Et autant, effectivement, je l'ai fortement entendu, j'ai senti que c'était une préoccupation chez Emmanuel Béton et chez Pascal Galvani, et je le sens moins cet après-midi, mais voilà. Oui. Alors, oui, j'ai envie vous m'entendez, de rebondir par rapport à ça, parce que je trouve que c'est un point très important. C'est aussi un élément d'histoire, c'est-à-dire que la filière des hautes études des pratiques sociales qui a été créée par Desroches est un universitaire. Et il a créé un diplôme qui est un diplôme universitaire. Donc c'était un directeur d'études. Donc il avait ce grand souci de l'approche théorique et de la nécessité pour des acteurs de terrain, de s'approprier aussi une pensée qui était celle des sciences sociales. Et en fait, au fur et à mesure des années et après Desroches, ceux qui sont venus après se sont trouvés confrontés à des situations sociales qui évoluaient, et où là, il ne s'agissait plus seulement d'utiliser ou de mobiliser la recherche-action pour permettre à des acteurs d'obtenir un diplôme en se formant par la recherche-action, mais d'intervenir sur des situations concrètes et se dire, mais comment est-ce qu'on peut adapter, entre guillemets, la recherche-action à des situations extrêmement, je vais dire triviales, extrêmement concrètes. Donc, Pascal en a donné, je dirais, une illustration avec ATD Quart Monde. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mener une recherche-action et malgré tout nommer ça recherche-action avec des personnes en situation de grande pauvreté. Philippe Missotte en a donné aussi un exemple avec les bénévoles du Secours populaire, qui sont des gens qui viennent au départ avec leur bon cœur, leur bon vouloir, et qu'on va mettre dans une posture de réflexivité. Donc c'est une vraie question, c'est-à-dire jusqu'où on peut parler de recherche-action et en même temps, mon sentiment, et je pense notre sentiment à plusieurs, c'est que effectivement, c'est dans ce maillage-là entre les savoirs expérientiels, les savoirs savants,
entre guillemets, et je dirais ce processus itératif que se construit une conscientisation, un développement du pouvoir d'agir des acteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils s'autorisent de nouveau à penser les cadres qui leur servent à donner du sens aux situations qu'ils vivent, alors que jusqu'alors, ils n'étaient simplement que les outils d'un processus, voilà, où ils mettaient en œuvre un certain nombre de compétences. Je vois que Pascal lève la main. Pascal, je te passe le micro. Oui, ben, pour moi, il y a une grande cohérence. C'est la... Si j'essaie de te répondre... La cohérence, pour moi, elle est dans l'accompagnement, je vais dire ça un peu comme ça, l'auto-organisation de la pensée, des savoirs et de la transformation de son environnement. Moi, j'ai fait des ateliers dans des organismes où, au final, on ne produisait pas de recherche. Et de ton point, enfin, je pense que tu as raison. Enfin, on peut se poser la question, est-ce que ça mériterait le mot de recherche-action ? Ça mériterait plus le terme de pratique réflexive. Enfin, on peut discuter là-dessus. Mais voilà, je citais Pernoud ce matin, qui pour lui, bon, c'est clair, on va parler de recherche quand ça s'adosse à des savoirs théoriques, des sciences humaines, et ça se comprend très bien. D'un autre côté, moi, j'ai été aussi formé avec les mouvements d'éducation populaire à penser avec Dumasdier qu'on est tous des chercheurs, quoi. Puis avec l'ethnométhodologie, voilà, on est tous des chercheurs, on est tous des. Alors, bon. Quelle est la définition qu'on, voilà, tu vois, effectivement, on peut se poser. Mais pour moi, quand j'anime un atelier et que l'atelier va pas produire quand ça produit une maîtrise, bon, bah, on se dit voilà. Et puis quand ça produit un truc avec ATD Carmonde où on avait un comité scientifique, on est allé très très loin dans les exigences théoriques. C'est pas la question de travailler avec des gens qui soient illettrés ou pas. C'est pas le problème. Hein. Avec ATD Carmonde, on a fait une recherche, il y avait un comité scientifique, il y avait Michel Serres, il y avait des sociologues, il y avait du monde qui est allé regarder nos méthodologies, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est... J'ai fait aussi des ateliers avec des gens qui étaient très éduqués, mais la production, si tu veux, la production de savoir au bout, elle était juste une réflexion sur l'action. Donc c'est plus l'exigence de production on pourrait mettre des degrés. Mais pour moi, c'est le même métier. Que j'anime un groupe ou l'autre, c'est vraiment le même métier que je fais. Donc je vois vraiment la cohérence dans accompagner la maïeutique. Voilà. Madame Fromont, encore un complément de réponse peut-être ? Oui, on verrait simplement au livre de Michel Liu, Pratique et théorie de la recherche-action. La première ligne, c'est « Il n'y a pas d'académie de la recherche-action pour dire ce qu'est la recherche-action ». Je trouve que c'est assez intéressant comme définition. Donc une réponse déjà à 4 voix. Peut-être un complément ? Oui, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de manuel ou de prêt-à-penser de la recherche-action. Justement, une des grandes forces, c'est quand même que c'est avant tout une méthodologie, qu'après, on est plus ou moins loin sur les différents aspects, y compris les aspects de recherche, que ça n'en rend pas moins valide le travail qui a été produit, quel que soit le niveau effectivement des personnes. Après, si je prends l'accompagnement VAE, là, on peut pas contester puisqu'on met quand même en face un diplôme. Il y a des fois des accompagnements avec des personnes qui visent des diplômes de très petit niveau, des grands autodidactes qui, bon, voilà, à un moment donné, demandent des diplômes qui ne sont pas forcément des grands diplômes. Parfois, c'est beaucoup plus abouti en même temps que des gens qui visent des diplômes d'ingénieurs. Et parfois, il y a des gens qui reviennent après accompagnement avec des livres dans ces cadres-là. Et ils ont fait des découvertes qui sont importantes pour eux et que certainement, ils vont réinvestir ensuite dans leur milieu. Du coup, après, parler, enfin, voilà, est-ce que c'est scientifique, pas scientifique ? Je crois que là, c'est un autre débat un petit peu. Il n'empêche que c'est toujours de la production de savoir. Encore un autre complément de réponse, toujours sur la même question. Je peux dire un mot ? Et puis après, on fera une pause, si vous voulez bien. Un complément de réponse. Il se trouve que j'ai appris 2 métiers dans mon parcours professionnel. J'ai appris le métier d'animateur socio-culturel assez tôt, qui s'est traduit par un petit doctorat. Et assez tard dans mon parcours professionnel,
j'ai appris le métier d'accompagnateur individuel et collectif et VAE par la recherche-action. Et j'ai exercé mon activité professionnelle essentiellement dans le champ des collectivités locales. Eh ben, je n'ai pas le temps de développer, mais je peux témoigner que le fait d'utiliser dans la pratique professionnelle les outils de la recherche-action modifie beaucoup les pratiques, ont beaucoup modifié mes pratiques, et les résultats sur les actions ne sont pas les mêmes, ni les résultats par rapport aux institutions. Voilà, je voulais juste dire ça. C'est bon? Il y a une dernière question, si on a le temps. Mais la dernière, parce qu'après, on va être très en retard sinon. Oui, moi, ma question s'adresse à Franck Thivillier. Est-ce que votre action se borne uniquement à l'objectif d'optimisation de la performance, ou est-ce que c'est également l'après la période sportive? Alors, moi, mon rôle, il est sur la formation des entraîneurs. Donc, on est sur l'entraîneur le joueur termine sa carrière et veut devenir entraîneur, on l'accompagne. Et puis après, on a des entraîneurs qui passent des diplômes et qui évoluent dans la hiérarchie des diplômes pour aller jusqu'au diplôme le plus élevé, qui est le diplôme professionnel. Mais qu'on soit, en fait, le processus, qu'on soit à un niveau de formation pour aller entraîner à la base dans des clubs amateurs, ou qu'on soit au niveau professionnel, le processus de formation est exactement le même. Moi, j'ai pas d'action. Mon rôle, il est pas sur les joueurs. Il n'est pas sur la politique de formation des joueurs dans les centres de formation. Par contre, on agit sur la posture des entraîneurs, leur projet par rapport aux joueurs. Donc, automatiquement, il y a un effet automatique direct de ce que l'on veut voir. Et un des leviers forts qu'on met en œuvre maintenant, c'est cette notion de connaissance de soi et cette notion de posture par rapport à un environnement, de climat de travail, d'environnement positif, d'appréhender les problèmes d'une manière non pas c'est catastrophique, tu n'y arriveras jamais, mais comme une opportunité au changement. Voilà, tous ces processus-là qu'on essaye de mettre en œuvre. Bon, merci beaucoup. Oh, pardon. Monsieur Drapeau. En fait, excusez-moi, mais c'est parce que la question de monsieur là-bas, au fond, est tellement stimulante. Et je trouve que Franck a répondu d'une certaine façon. Donc, je voudrais aller dans le même sens. Je crois qu'il y a vraiment deux niveaux différents. Il y a le niveau du niveau auquel on travaille, des personnes avec lesquelles on travaille. Paulo Freire faisait de l'alphabétisation, on pouvait parler de recherche-action. Voilà. Donc, il ne s'agissait pas de produire pour les bénéficiaires un travail de recherche. Bon, et là, c'est la même chose. Comme dit Franck, quel que soit le niveau, en fait, il y a une démarche. Et c'est ce qui est recherche-action, c'est la démarche. Et là, on peut la théoriser. Donc, je crois qu'il faut vraiment distinguer le fait qu'on puisse faire des recherches-actions. On peut faire un doctorat en recherche-action, mais on peut aussi faire de l'alphabétisation recherche-action. Et par ailleurs, il y a la démarche de la recherche-action qui a sa propre épistémologie, c'est-à-dire qui établit un rapport spécifique entre la pratique et le discours. Et c'est ça, en fait, dont on parle et qu'on peut théoriser au même niveau, quelles que soient nos pratiques. Je crois qu'il y a vraiment deux niveaux d'appréhension des problèmes.